Succession, les temps sont actuellement en négociation parce que le président de la République, Paul Biya, est pratiquement en pleine léthargie, n'a plus d'énergie, et puis le pouvoir a horreur du vide. Dans ce vide, ceux-là qui veulent se positionner ont eu à créer des blocs pour se soutenir. C'est ainsi que je vous ai parlé d'une réunion qui s'est tenue au sud, où justement les élites se sont dit qu'elles devaient aller en rang serré. Mais cependant, il y a quelques petites divergences de vue. Qui doit représenter les élites du Sud? Qui doit représenter les élites Nanga? Et là, pendant que les Nanga veulent que ce soit Ngongo, du côté du Sud, on est en train d'actionner aussi la piste probable que ce soit plutôt un fils du Sud qui succède à son père. Pas un fils du Sud, mais un Boulou ou alors un Biya qui succède à un Biya. Et du coup, ça crée encore un petit désordre dans la mesure où chacun est en train de vouloir mobiliser de son côté. On a pu constater cette semaine que celui qui se passe pour le fils adoptif de Paul Biya, le ministre des Finances, lui, Paul Motazé, est allé à Djoum se faire introniser Nomgi. Pas Nomgi, mais Zomlo. Quand on connaît comment est-ce que ça s'est aussi passé avec Biya, qui a pris tous ses rituels pour essayer d'affermir son pouvoir, eh bien, on a donc vu que Motazé était déjà lancé. Et pourquoi? Parce que, justement, du côté de Franck Biya, on a vu qu'il n'y avait pas beaucoup de capacités, même si les franquistes aujourd'hui sont en train de vouloir s'organiser et de le pousser. Mais au sein du RDPC, on sait que Franck Biya n'a pas la cote parce qu'il n'a jamais été dans le gouvernement et n'est même pas dans le parti politique de son propre père. Et il se retrouve également que les alliances et surtout les soutiens qu'il devait avoir au niveau de la France, ces soutiens ne sont pas tombés. Et du coup, lui, Paul Motazé, tout près du père, lui qui a aussi bénéficié de cette grande promotion, non seulement au ministère, au premier ministère, mais au ministère de l'économie, puis maintenant au ministère des Finances, est donc celui qui détient la bourse, d'autant plus qu'il est au niveau du comité central du RDPC. Il a donc décidé d'aller au front. Il ne se cache plus. Il veut être le successeur de Paul Biya, quitte à se gâter avec Ngongo. Vous les avez vus entrer à l'Assemblée nationale, main dans la main. Mais avez-vous vu encore Ngongo à côté de Motazé à Djoum pour l'intronisation? Ceci démontre donc qu'il y a des symboles qui ne trahissent pas. Sauf que, il faut rappeler quand même que lui, Paul Motazé, vient plutôt du côté de l'ex-première dame, c'est-à-dire que celle qui est décédée, à savoir celle qui a été tuée, à savoir Jeanne-Irène Biya. C'est donc son neveu. Et Biya l'a élevé, tout comme également Biya avait élevé une de ses sœurs, dont je vous ai déjà raconté la drôle d'histoire, qui se retrouvait enceinte au domicile conjugal et qui, finalement, a décidé de se suicider sur le lit de Paul Biya. Ça, c'est pas de ça que nous allons parler aujourd'hui. Lui, Paul Motazé, a donc été coopté pour faire taire la grogne du côté de Jeanne-Irène Biya, du côté de Konolinga également. Certes, on a eu le ministre, un ministre aussi qui était le frère de Jeanne-Irène Biya, mais aujourd'hui, Paul Biya a beaucoup misé sur lui, Paul Motazé, qui est devenu véritablement un de ses hommes clés, puisque justement après la mort du grand frère de Motazé, qu'on appelait Roger Motazé, qui est quand même mort dans des conditions terribles, suspectes, déçu d'un accident, après avoir eu à dîner avec Paul Biya, et qui était le garde du corps, ou alors celui qui
était tout pour lui. Après sa mort, il fallait bien récupérer quelqu'un d'autre. Il a donc pris Louis-Paul Motazé. Aujourd'hui, Louis-Paul Motazé se sent pousser des ailes. Et c'est pour ça qu'il est parti à Djoum. Mais le choix de Louis-Paul Motazé nous paraît quand même suspect. Dans la mesure où, vous vous rappelez, c'est à Djoum que les 3 sœurs religieuses ont été tuées. Ces 3 sœurs religieuses étaient les seules qui avaient rencontré la première dame, c'est-à-dire la tante de Motazé, Jeanne-Irène Biya, avant qu'elle ne soit assassinée. Ces sœurs de Djoum étaient les seules qui détenaient le testament et l'avaient transmis au père Angélbert Ben, qui lui aussi fut assassiné. Il est donc, comme on le constate souvent dans la sorcellerie, dans des rituels magiques, d'aller toujours au lieu du crime. Aller donc se faire introniser alors qu'il n'est pas de Djoum, aller se faire introniser à l'endroit où sa tante, sa mère, a été assassinée, c'est un autre diable, c'est un autre signe qu'on donne au diable, ou alors un sacrifice qu'on est en train de venir présenter. Louis-Paul Motazé, vous avez vu l'image, exactement, qui porte les mêmes attributs que Paul Biya. Je devrais quand même vous rappeler que Paul Biya, quand il a été intronisé chef de l'État, il est passé, bien évidemment, c'est les Ndungumu qui l'ont aussi intronisé de cette même façon. On lui a demandé d'arracher le chasse-mouche. Et chez les sudistes, ou même chez les Ekambeti, quand on te demande d'arracher, et ils ont dit ça, même en français, qu'il faut arracher le pouvoir. Louis-Paul Motazé a donc arraché devant les caméras, ou alors devant les gens qui filmaient avec leur appareil photo, il a arraché le chasse-mouche. Dans la tradition Ekambeti, on ne peut jamais prendre le pouvoir tant que son père est vivant. On ne peut pas arracher le pouvoir tant que son père a le pouvoir. Cela veut donc dire que soit Louis-Paul Motazé est convaincu que Paul Biya n'a plus de pouvoir, n'existe plus, est incapable, donc il anticipe. C'est un message qui est clair, net, limpide. Dans la mesure déjà où je vous ai dit, son entrée au niveau de l'Assemblée nationale voulait dire beaucoup de choses, et surtout que je vous ai dit qu'il y a eu une réunion où celui qui est l'un des grands sponsors, Mbonda, qui est directeur au niveau du ministère de l'économie et qui gère la ligne 94 pendant que Motazé lui aussi gère la ligne 65 au ministère des Finances. Donc, les lignes de l'État, c'est là où l'État prend de l'argent. Si lui, Paul Motazé, a déjà ces deux côtés-là, cela veut dire qu'il peut rivaliser avec Ngongo. Ngongo a l'armée, oui. Il a le BIR, oui. Ngongo a de l'argent, oui. Il a des renseignements, oui. Mais Ngongo n'a pas la batterie du parti au pouvoir parce que Ngongo n'a pas encore de parti politique. Et c'est pour ça qu'on voulait qu'on passe par la vice-présidence qui devait passer à l'Assemblée pour qu'on puisse accepter 2 vice-présidents, donc un vice-président francophone et un vice-président anglophone, sachant que c'est le vice-président francophone qui devrait passer. Motazé a donc été au courant que la vice-présidence, selon les calculs de Ngongo et de Chantal, devait revenir à Ngongo. Et il s'est dit, non, si je laisse que Ngongo devienne vice-président sans que je ne prenne du terrain, ça ne peut pas aller. Et c'est pour ça qu'il a anticipé cela. Comment comprendre que ce soit en ce moment, lorsque le Cameroun est en crise, lorsque le Cameroun est en train de chercher à mobiliser des fonds, demander des crédits au niveau de la Banque mondiale, et d'ailleurs, qui vient encore d'obtenir 8 milliards, comment se peut-il que c'est en ce moment-là que l'argentier du Cameroun se lance dans une campagne? Et il ne s'arrête pas là. Il va beaucoup plus loin. La même semaine, Louis-Paul Motazé débarque où? À Baham, à l'ouest. Et Baham, c'est quoi? C'est le village de Maurice Kamto. Et le même Louis-Paul Motazé suit exactement le rituel de Paul Biya. Qu'est-ce qui se passe? On fait asseoir Louis-Paul Motazé sur un tabouret. On lui demande de s'asseoir. On lui remet pas la queue de cheval, mais on lui demande d'arracher le pouvoir. C'est le chef Baham qui demande ça. Un ministre
Nous sommes dans un pays où il y a un premier ministre. Nous sommes dans un pays là où il y a le chef de l'État. Tu quittes le sud pour aller te faire introniser à l'ouest. Ça ne se fait pas. Ça existe lorsque tu prends le pouvoir. Mais, au-delà de ce qu'il y a eu, il faudrait éclairer un certain nombre de choses. Pourquoi Paul Montazé s'en va là-bas? C'est parce qu'à ce moment-là, il est au courant que le 25 février 2022, Maurice Kamto est passé dans son village, c'est-à-dire que à Baham, et Maurice Kamto a reçu l'onction des détenteurs des pouvoirs mystiques ou alors des pouvoirs traditionnels de Baham. La cérémonie s'est passée en présence, je crois, de 200 invités. Donc, c'était des vrais patriarches qui ont fait le cérémonial. Et là, le chef Baham n'était pas invité. Parce que le chef Baham, lui, travaille pour le régime Biya. C'est là où il est contacté par Paul Montazé pour dire, nous allons gâter tout ce que Maurice Kamto est venu chercher ici. Viens, on te remet ça. Voilà donc pourquoi est-ce que Montazé va là-bas, va s'asseoir là-bas, pour essayer de combattre Maurice Kamto. Sauf que le cérémonial qu'il y a eu, moi je dois vous dire, Paul Montazé peut-être ne connaît pas certaines choses au niveau de l'Ouest. Moi j'ai été Sok, où je le suis d'ailleurs, je suis Sok Foutouni. Ce qu'il ignore, c'est qu'au moment où cela se joue, ces chefs-là qu'on doit appeler Pokamoto, Kamokwala, qui est un tokar, c'est un toto, il n'est rien, il n'a aucun pouvoir. Ça, Paul, je sais que tu es en train de me regarder, non? On est les frères, non? Mais moi, j'aime dire la vérité. Ce qu'on t'a remis là, c'est zéro. Ils t'ont trompé. Et d'ailleurs, il a dit que tu es trop chiche. Oui, le chef là, il a dit que tu es trop chiche. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de pouvoir. Il n'a pas de pouvoir. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas de pouvoir? Parce qu'il a été installé par le pouvoir. Or, dans la tradition babylonique, ce n'est pas le régime, ce n'est pas l'État qui doit installer un chef. Celui qui t'a reçu là, c'est un usurpateur. Il n'a rien dans le ventre. Tu comprends ce que je te dis, non? Hein? On parle en connaisseur, non? Il n'a rien dans le ventre. Je t'explique. Chez les Bamileke là, il y a une potion qu'on donne au chef. Des potions. Tu avales, tu avales, tu avales. Et ces potions-là te donnent donc une double vie. Il y a une vie comme une personne normale et il y a la forme animale. Cette forme animale où il y a le totem, celui-là, c'est-à-dire il n'en a pas. Et d'ailleurs, la forme animale, c'est lui qui te donne ça. Parce que tu ne peux pas aller choisir un sacrificateur qui lui-même va présenter les sacrifices à ses ancêtres qui ne l'écoutent pas. Puisque ni les notables, les neufs, ne sont pas avec lui, ni la succession ne s'est pas faite dans de bonnes conditions. C'est un traître. Je ne voudrais pas t'expliquer jusqu'où et comment on nourrit le totem. Mais sache que ce qu'on t'a donné là, c'est ça qui va t'avaler. Parce que le totem qu'on t'a donné là, et là on t'a fait asseoir là, on ne demande pas, même un chef, c'est-à-dire que même le chef lui-même, son totem est caché loin en brousse. Toi tu viens en ville, à Yaoundé, tu vas cacher ton totem où? Même une voiture peut tuer ça. Ils vont souvent cacher loin en brousse. Et parfois c'est leur épouse. Parce que tu n'as pas droit d'aller toi-même nourrir ton totem. Parfois, c'est ton épouse qui part pour nourrir ce totem-là. Donc voilà, tu es revenu avec un totem d'un type qui lui-même a inventé vite. Il va te faire une séance de sorcellerie à Mondovision. Et il te donne un faux totem, soi-disant que tu vas prendre le pouvoir. C'est le pouvoir là qui va te prendre. C'est le totem là qui va t'avaler. Oui. Tu as dit où? Mais attends. Tu as déjà vu un Bamileke venir chercher le pouvoir au sud? Mais tu as vu ça où? Tu as même vu quand même le chef FA. On a décidé de le changer là. Tu es revenu, je sais que tu vas aussi partir là chez
chez Albert Zongan. Tu as aussi programmé quelque chose là-bas. Là-bas, alors, tu vas rentrer, on va te porter. On va te porter. Moi, je te donne d'abord l'information. Tu iras chez Albert Zongan, tu as programmé. Tu vas rentrer de là, on va te porter. Après, comme d'habitude, tu viendras encore ici en France. Et tu sais qu'on ne soigne pas la sorcellerie à l'hôpital américain. On ne soigne pas. Donc, il faut qu'on vous dise des réalités. Chez les Bahamas, pourquoi est-ce que le régime Biya insiste sur Bahamas et combat Maurice Kamto? Les gens oublient la dimension mystique, historique du pouvoir chez les Bahamas. Parce qu'il faut se dire que dans l'administration coloniale, et ça, il faut qu'on en cause un peu, dans l'administration coloniale, je vous ai parlé d'un jeune qui a été ici au lycée Blaise Pascal. C'était le fils du chef Baham. Et je vous ai dit qu'il s'appelait Pierre Kamdem Yimdi. Quand il vient ici, il va connaître l'UPC dans les années 1950. Donc il côtoie un peu l'UPC. Et son père meurt le 23 février 1954. Donc on le désigne successeur. Ce n'est pas celui que vous voyez là qui est successeur. Hein. Celui-là, c'est un usurpateur, c'est un bandit. On désigne Pierre Kamdem Yimdi, successeur. Donc, il quitte la France pour venir faire des rituels. Et bien évidemment, Ojula s'est dit que le jeune garçon va jouer au profit de la France et va plutôt obéir à tout ce qu'ils vont dire parce qu'il est encore trop jeune. Donc, on l'accompagne et tout et tout. Il va suivre un très bon rituel. Je ne vais pas décrire tout le rituel ici parce que chaque peuple a besoin de cacher ses rituels. Je sais de quoi est-ce qu'il s'agit. Et ceux qui sont Baham ou ceux qui sont Bamileke, ils savent de quoi est-ce qu'il s'agit. Sauf que, étant là, il va se lier d'amitié avec certaines personnes qui étaient de l'UPC. Je vous rappelle que il est devenu député à 23 ans. Étant chef, il est devenu député. Et il est devenu le plus jeune ministre de toute l'Afrique. Je vous l'avais déjà dit. Il est devenu le plus jeune ministre de toute l'Afrique. Ministre de la Santé. Hein? Il avait 23 ans. 23 ans, c'était un génie. Mais par la suite, l'administration coloniale va constater qu'il est très populaire. Et d'ailleurs, autour de lui, d'autres chefs vont s'allier pour combattre finalement la puissance coloniale. Le grand chef Bamenju que vous connaissez, enfin, vous le connaissez très bien, il a été son ami ou il a été son allié. Mais après, on va se dire que ce gars, il est en contact avec le docteur Moumié et que le docteur Moumié cherche à chasser les Français et ils vont installer une indépendance, un régime totalement camerounais. Et on va dire qu'à l'administration coloniale, c'est-à-dire que c'est le Ojula et consorts qui vont dire que, mais attendez, ce gars, il devrait être le ministre de la Défense de l'UPC. Et c'est là où les Français décident de se débarrasser de lui. On va donc le destituer en 1957. Puis on va le juger parce qu'en même temps, il était avec quelqu'un qu'on appelait Momo. Paul Momo. Ce n'est pas le Momo avocat Lolo là. C'est pas l'autre. Non. C'est pas le. Non. On va le destituer. Et après, on va décider de l'assassiner, le tuer. Donc, exactement le 3 janvier 1954. Ah non, 64. Le 3 janvier 1964, après avoir été condamné à mort, le chef Baham, chez Kamto,
il fut présenté devant une foule. On arrêtait les gens dans les maisons, même à Bafoussam. On avait entassé 40 000, plus de 40 000 personnes pour l'exécuter. Boum, 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 boum. C'est comme ça qu'on avait tué le vrai chef Baham. Et à partir de cet instant, l'administration coloniale a commencé à imposer des chefs qui sont à la remorque des Biya et de la France. Et les dignitaires, ce qu'on appelle les notables, n'ont jamais accepté ça. Ils ont donc dit, les chefs qui viendront auront le ventre vide. C'est donc ça. Quand on dit que l'Ouest a tourné le dos à Kamto, c'est par rapport à quoi? Pourquoi est-ce qu'on a pris Momo pour le mettre au gouvernement? C'est parce qu'on sait que la révolte de l'Ouest et même la révolte au Cameroun a été entretenue d'abord par le peuple Baham. C'est là où c'est né. Ça n'avait que contaminer les autres. Et c'est pour ça que généralement Maurice Kamto parle de la paix, parce que s'il dit tout simplement que au feu, c'est fini. Parce que, alors là, c'est cela la révolution. Ils connaissent ce que ça veut dire. Et c'est là-bas où Moutazé part pour commencer sa campagne. Parce qu'après, il ira dans le Grand Nord. Le Grand Nord parce que sa femme est du Grand Nord. Donc, il se dit qu'il est maintenant celui qui peut avoir la carrure de rassembler non seulement les Ekambeti, mais surtout il va aussi prendre le pouvoir à l'ouest et il partira au nord. Parce que Biya, après l'ouest, Biya avait aussi pris au nord, vous connaissez chez les Lamido, sans oublier qu'il était aussi parti au sud-ouest. Et d'ailleurs, quand vous voyez à Tanganji là, et tout, c'est juste des pouvoirs mystiques, parce que les hommes qui sont mystiques autour de Biya, il y a à Tanganji, et il y a les femmes Ndongo. C'est eux, la seule chose qu'ils savent faire, c'est la sorcellerie, la magie, les rituels, les sacrifices et tout ça. Le pouvoir donc au Cameroun, tel qu'il est en train de se jouer, donc actuellement, ils se sont dit qu'il est en train d'aller arracher le pouvoir qu'on a donné à Maurice Kamto le 25 février. Or, au lieu d'arracher cela, le truc qu'on lui a donné, le totem qu'il a, c'est le totem cochon. Soit, donc, un cochon qui mange partout, après on l'abat. Il va cacher son totem. Mesdames et messieurs, tout en disant que la succession qui se prépare, malgré des coups, malgré les négociations, tenez-vous prêts. Parce que personne ne sera capable, que ce soit du parti au pouvoir, que ce soit d'un clan Boulou ou Nanga, que ce soit n'importe où, personne ne pourra plus jamais diriger le Cameroun comme Paul Biya. Ceux qui veulent venir avec du mysticisme, la sorcellerie, qui se disent que nous avons trop souffert de ça, avec les Rosquois, la franc-maçonnerie, avec les Boka, avec toutes sortes de ce qu'on nous a donné. Nous ne voulons plus. C'est le peuple qui va décider. Et jamais la sorcellerie, la corruption et les chefs vampires ne pourront détourner le peuple camerounais. Ceux qui sont en train de calculer le gré à gré, de croire que le pouvoir est transmissible parce qu'on est le fils du père, et parce qu'on a trahi sa mère, et parce qu'on peut aller copuler avec l'enfer, qui se disent qu'ils trouveront devant eux les fers de lance de la nation que nous sommes.